Bonjour à vous, suite du cours sur les lois normales, avant-dernière partie, une petite partie qui restera à finir pour le prochain cours. On va parler du cas général des lois normales, puisqu'il n'y a pas qu'une seule loi normale, et quel est le lien avec la loi normale standard. Donc une première définition, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi de paramètres mu sigma carré si quand on fait ce changement de variable, eh bien la loi que suit cette nouvelle variable est une loi normale centrée réduite. Alors, je l'appelle aussi centrée réduite pour la standard, tout simplement parce que quand on fait ce moins mu divisé par ce sigma, on fait ce qu'on appelle un centrage réduction. Donc vous voyez tout de suite que la première loi, donc ça c'est au niveau de la notation, la première loi qu'on a vue c'était la centrée réduite, et que ici il y avait 0 et 1. Si je remplace mu par 0 et que je prends sigma égale à 1, eh bien le changement de variable que vous avez ici, il retombe sur x. Donc c'est bien la loi standard, c'est-à-dire la loi normale centrée réduite, est bien un cas particulier des lois normales, donc un paramètre mu sigma carré. J'attire votre attention sur un point un petit peu délicat, qui est que cette loi a deux paramètres, mu et sigma carré. On va étudier là dans un instant. Mais le deuxième paramètre est au carré. Or, le changement de variable ici, il n'est pas au carré. Deuxièmement, le mu là, c'est un nombre réel, il peut être positif comme négatif. Par contre, le sigma, il est forcément positif. Voilà, donc ici, quand vous verrez un nombre apparaître dans les exercices, il faudra penser que le sigma, c'est la racine carrée du nombre, hein, puisque c'est censé être le carré de sigma. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la densité? Eh bien, la densité de probabilité va subir une transformation. Alors déjà, un premier décalage, l'axe de symétrie va être décalé, on va le voir tout de suite. Et puis, le deuxième paramètre va avoir une influence sur la forme générale. Donc là, je vous ai mis une activité qu'on peut retrouver sur voilà, qu'on peut retrouver sur GeoGebra. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai ça dans le groupe que j'avais créé. Vous retrouverez donc cette activité-là. Donc là, ici, j'ai dessiné, enfin c'est GeoGebra qui a tracé, la fonction densité de Gauss-Laplace, telle qu'elle vous a été donnée au début du cours. Je l'ai légèrement modifié pour faire le cas général sur les lois normales. Vous n'avez pas à connaître la formule, hein, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Mais on va voir ce qui se passe. Si je prends le mu ici et que je le déplace, eh bien, vous allez avoir une translation de la courbe. Translation vers la droite quand mu augmente, translation vers la gauche quand mu diminue. Ce qui va permettre d'étudier des phénomènes dans lesquels, au lieu que le maximum soit en 0, eh bien le maximum va être le maximum de la courbe, enfin de la fonction ici, va être en moins 1,7. Voilà. Donc le premier paramètre va jouer sur le centrage. Hein, si je remets à 0, je vais centrer ma fonction. Et si je joue sur le deuxième paramètre, donc je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez voir, si j'augmente le sigma, eh bien, ma courbe va s'aplatir. Alors elle s'aplatit d'une certaine façon parce que je vous rappelle que c'est une densité de probabilité et donc l'air qui est sous la courbe doit être égal à 1. Donc il doit toujours y avoir une surface dont l'air est égal à 1. Donc évidemment, plus je vais augmenter, plus ça va s'aplatir. Voilà. Par contre, si je le diminue, eh bien la courbe va augmenter et se redresser. Voilà. Donc vous voyez, en jouant sur ces deux paramètres, on peut étudier n'importe quel phénomène qui suit une loi normale au niveau de la probabilité. Voilà. Alors, passons à la suite du cours. Ce petit schéma, il est dans votre livre, je vous le remettrai dans le poly de cours que je vous donnerai à la fin. Je vous ai donné plusieurs exemples ici, en fonction que mu soit négatif ou mu soit positif, et puis les valeurs de sigma. Vous pouvez évidemment retrouver tout ça avec votre calculatrice. Hein. Juste bien faire attention que votre calculatrice, alors déjà il y a des différences entre la TI et la Casio. La Casio, il me semble que les paramètres sont inversés, il me semble pas qu'il y ait quelqu'un dans la classe qui ait une Casio. La TI, je sais plus si, je me rappelle plus, mais il faudra qu'on regarde si le deuxième paramètre c'est un carré ou si c'est pas un carré. Voilà.
Donc il y a des petites différences, mais une fois que vous avez bien fait attention, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. À quoi correspondent ces deux paramètres? Eh bien, on a un théorème qui dit que le premier paramètre, mu, c'est une notation qu'on utilise en statistique. Mu et sigma sont deux notations qu'on utilise en statistique et en probabilité. Le premier, c'est la moyenne, et le deuxième, c'est l'écart type. Donc ici, vous allez obtenir que mu, c'est l'espérance, c'est ce qu'on espère obtenir avec ma variable, et ici, c'est l'écart type. Mais comme il est mis au carré, le deuxième paramètre est donc la variance. Donc quand on parle d'une loi normale, le premier paramètre, c'est l'espérance, et la deuxième, c'est la variance. Attention, c'est pas l'écart type. Voilà, c'est ce que j'ai mis comme remarque. Alors, je reviens maintenant à tous ces calculs, et je retourne sur le web. Voilà, et je vous sors une table. Ça, c'est les tables des lois normales. Donc, on vous rappelle schématiquement ce que c'est qu'une loi normale. Voilà, et vous avez l'air qui est sous la courbe. Donc ici, vous avez représenté la fonction de répartition. C'est très important en proba. On se ramène très souvent à la fonction de répartition. Cette fonction de répartition, bien, on l'a tabulée en quelque sorte. On en a fait un tableau avec à la dizaine, etc., à la centième, etc., pour pouvoir avoir une valeur, parce qu'à l'époque on n'avait pas les calculatrices. Alors vous imaginez bien que si pour la loi centrée réduite que je viens de vous montrer là, on a une table, pour toutes les autres lois il faudrait des tables, mais on va pas faire des tables pour une infinité de valeurs. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on va utiliser le changement de variable, donc le centrage réduction qu'on vous a donné, et on va se ramener à la loi standard, donc centrée réduite, et on n'utilisera qu'une seule table. Voilà pourquoi on avait besoin qu'une seule table. Et que dans beaucoup d'exercices, vous allez voir qu'on va se ramener à ces tables, à cette loi centrée réduite. Alors, évidemment, la calculatrice aujourd'hui n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de faire tout ça. Elle est capable de calculer des probas avec un mu et un sigma carré donné. Vous n'avez pas besoin de faire le centrage réduction. Mais il y a quand même des exercices où vous allez être obligé de faire ce centrage et cette réduction pour pouvoir déterminer les paramètres dont on a besoin. Donc il faut quand même connaître cette mécanique de centrage-réduction. C'est quelque chose aussi d'important en statistique. Voilà, le cours est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.